Le Burundi, pays de 1001 collines, voisin du Rwanda. Petite enclave sur les rives du Tanganyika et aux sources du Nil, peuplée d'à peine plus de 6 millions d'habitants. 200, 400 000 tués peut-être. Des milliers de réfugiés et de déplacés depuis octobre 1993, depuis l'assassinat du premier président élu démocratiquement et premier président Hutu du Burundi, Melchior Ndadaye, et depuis le putsch militaire de juillet 1996. Écoute le rythme des tambours. Il raconte le sacré de l'histoire, mais aussi la folie meurtrière des frères qui s'entretuent. Il raconte la peur, la douleur, l'horreur, mais aussi le courage et le silence lourd d'une trop grande souffrance. Écoute le rythme des tambours. Il porte aussi l'espoir d'un peuple qui autrefois savait s'aimer. Sur la colline où je suis né, il y a l'idéologie du génocide, il y a le génocide qui est passé par là d'une façon très prononcée parce que mon père, ma mère et tous les miens qui étaient là-bas, personne n'a survécu. La nature du Burundi, ces montagnes, ces verdures, ces vaches qui sont en pâturage sur les vertes collines, ils sont toujours là. Mais les hommes ont changé, ils ne sont plus en harmonie avec cette nature aujourd'hui. Les séquelles les plus visibles, c'est qu'il y a eu un contentieux de sang. Ça n'a pas été une simple crise politique. Il y a eu des massacres de population, il y a eu des déplacements de population vers l'extérieur, à l'intérieur même. Ce qui fait que la plus grande question, c'est la réconciliation, comment oublier, ou plutôt pardonner les responsables des morts nombreuses. Alors, rapatrier les gens, les installer, retrouver une vie normale dans nos campagnes, ça va être la plus grande difficulté. Moi, j'estime que sur le plan politique, le partage du pouvoir, le système démocratique, tout cela est bien facile relativement. Mais la question la plus compliquée, c'est comment faire oublier aux victimes que les responsables de ce qui est arrivé sont les voisins, sont les personnes avec lesquelles ils partagent tout, et repartir dans une nation réconciliée. Ça, c'est la plus grande difficulté. Parce qu'en fait, il y a la tragédie. La tragédie, ça veut dire des gens qui sont emportés, toute la douleur, tout le déchirement qu'on a. Ça, c'est un aspect. C'est l'aspect difficile. Maintenant, il y a ça. Mais il y a ceux qui restent en vie aussi. Hein? Est-ce qu'on doit tout casser et donc multiplier les tragédies, ou est-ce qu'on doit au moins essayer de limiter la tragédie là où elle est? C'est difficile de reconstruire, c'est difficile de reconstruire les personnes et la société, mais je me dis que si on veut préserver ce qui reste, ça doit être possible malgré la difficulté. L'Église dans nos pays de la région des Grands Lacs vient de connaître un temps très difficile, très difficile. L'Église avait beaucoup fait. Et d'ailleurs, on en voyait les fruits, puisque déjà au Rwanda, nous sommes autour de 58-60% de la population qui est chrétienne catholique. Et puis ici au Burundi, 65%. Et quand nous y ajoutons d'autres églises chrétiennes, on va jusqu'à 80-90%. Et alors je me dis, pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Est-ce que l'Église n'aura pas failli à sa mission quelque part? Personne ne fut épargné, et les mots pour dire la violence et la douleur restent encore dans la gorge. Alors des survivants parlent de reconstruction, reconstruire avec les autres, comme ces milliers de veuves et leurs enfants, comme ces femmes d'un jeune quartier de Mutanga qui se retrouvent le dimanche avant la messe avec sœur Joséphine. Je suis veuve. Je travaille pour une ONG internationale dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation difficile.
Je me suis décidée à participer dans cette association pour me reconstruire. En fait, d'habitude, je suis une femme qui aime rigoler, mais avec les problèmes actuels, on a tellement peu de temps pour pouvoir se rencontrer avec les autres, pour discuter. Et quand on est dans le groupe, on se reconstruit quand même, on s'entraide mutuellement à retrouver cette joie de vivre malgré les problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Moi aussi, je suis veuve depuis 3 ans. J'ai 4 enfants. L'âge varie entre 15 et 7 ans. Je suis veuve depuis 1996, suite à la guerre. Je fais partie de cette association et j'ai choisi de suivre les secours de Sœur Joséphine parce que ça m'aide beaucoup pour garder mon équilibre. Donc la fois prochaine, nous verrons comment vraiment la personne se construit. Il y a une fondation. Nous aidons les gens à se reconstruire parce que 7 ans et demi de guerre, vous comprenez que nous sommes presque démolis, blessés, et chacun, même ceux qui ne le disent pas. Nous avons dû fonder une association d'aide assistants sociaux ici au Burundi et ça m'enchante beaucoup le travail que nous faisons avec la sœur Joséphine. Ça nous aide beaucoup à travailler avec ces gens parce qu'ils viennent nous demander ce qu'il faut faire en face de leurs problèmes. Et nous essayons de résoudre ça. Et surtout de montrer à ces gens qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. Ce que j'apprends ici avec Sœur Joséphine, avec les expériences que nous partageons avec les autres, ça m'aide à appliquer, d'abord à me reconstruire moi-même, puisque il n'y a pas de personne qui ne peut pas avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes, ça peut vous aider à les résoudre. Et je l'applique d'abord à moi-même et aux autres, les enfants avec qui je côtoie tout le temps, les voisins, l'entourage. Mais c'est aussi une façon de me reconstruire mutuellement. Nous apprenons aux gens à reconnaître ces forces vitales humaines à base d'une relecture, d'une expérience vécue, mais vécue en ouverture. Et puis, nous apprenons à ces gens à gérer ce qui ne va pas, à gérer les fatigues, à gérer les frustrations, les émotions. Nous sommes pleins d'émotions, nous sommes pleins d'hostilité. Et après ça, quand les personnes persévèrent, nous leur montrons comment ces forces vitales humaines s'installent en nous. Nous leur apprenons alors la croissance de la personne humaine, de la naissance à la mort. Pas très loin de Mutanga, dans les quartiers nord, l'intolérance ethnique fut tellement cruelle que ni les uns ni les autres ne peuvent ni ne veulent raconter. Malgré la souffrance perceptible et le silence chargé, une certaine communauté se reconstruit, une certaine société retisse des liens. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont fait que les gens commencent encore à revivre ensemble. Parce que si les gens n'auraient pas voulu revivre ensemble, je crois qu'on serait encore en pleine guerre ici. Mais comme elles ont tout le monde, les femmes, parce que ce sont surtout les femmes qui ont commencé à faire des associations, elles ont décidé qu'il fallait qu'elles intègrent l'autre ethnie et comme ça les femmes ont permis au moins ça. Elles ont formé une association afin de pouvoir avoir quelque chose.
Comme ils n'ont plus de mari, elles devraient se débrouiller toutes seules. C'est comme ça que l'association a pris forme. Et comme la majorité de femmes est paysanne, l'activité principale de l'association, c'est l'agriculture. Donc elles cultivent le haricot, le maïs, le riz, quelques légumes aussi. Et ça, c'est seulement pour survivre. Le Burundi seul peut faire beaucoup, particulièrement à travers un effort interne, un recours aux ressources intérieures, un recours à notre histoire, à notre culture. Le Burundi peut faire beaucoup et c'est dans le cadre de la commission Vérité-Réconciliation et dans le cadre de ce que les populations ont déjà fait sur place. Et nous en parlons comme si beaucoup n'avait pas été fait au niveau des populations par leur propre initiative. Ils ont fait des démarches de réconciliation, de remise des biens volés, de demande de pardon pour les morts, etc. Donc il y a une façon de conjurer le sort par des ressources intérieures. Mais vous savez, dès qu'on prononce le mot génocide, c'est un crime contre l'humanité. Donc l'humanité entière est concernée. Aveugle et sourde trop souvent, la communauté humaine retrouve parfois son essence et sa dignité. On se soucie alors des besoins essentiels de l'autre. Ainsi, des programmes d'aide à l'agriculture, à l'élevage, à l'eau potable permettent au moins de survivre. C'est ce partenariat entre les habitants du village et Terre sans frontières que l'on vit sur la ferme de Rouira pour reconstruire les infrastructures nécessaires et redonner vie à la terre et à la communauté. Ok, ça devrait apporter de l'eau à combien de personnes? Je crois que ça va être autour de 20 000 personnes. 20 000 personnes. Bienvenue. Ça va? Ok. Merci beaucoup, Léo. Oh ben, mon petit ami. Désiré, ou Christa. Désiré? Désiré, comment vas-tu? Hein? Comment vas-tu? Reconstruire, c'est aussi passer par le cœur de l'autre, ses inquiétudes, ses frustrations, ses projets aussi. C'est ce que font Alice et Cécile, missionnaires oblates de Saint-Boniface au Manitoba. Elles appuient les initiatives de reconstruction de la personne en aidant par exemple les leaders naturels de la communauté. Pour moi, le plus grand défi fut de me faire proche des personnes. Proche dans le sens, nous étions des inconnus, des étrangères. On arrive ici, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas le peuple, mais petit à petit, je crois que c'est tout un défi relationnel, comment reconnaître la personne dans toute sa grandeur et de dépasser, nous, nos limites de langue, nos limites de culture, pour vraiment être au cœur de ce que chaque personne vit. Les personnes avec qui nous travaillons, elles sont toutes engagées, fortement engagées dans différents milieux, de fonctions très, très variées. C'est à travers elles que nous rejoignons les enfants. Nous ne pouvons pas travailler directement avec les enfants parce que nous ne connaissons pas la langue. Donc, à travers les agents sociaux, à travers ces gens qui sont déjà très engagés auprès de personnes en difficulté, soit des enfants, des femmes, quel que soit le besoin, quelle que soit la misère, ce sont eux, ce sont ces personnes qui rejoignent les enfants. Nous sommes rassemblés pour un peu rencontrer les amis de Jimmy. Jimmy est un ami que nous connaissons depuis 3 ans. Et, Jimmy est un leader naturel dans son quartier. Il y a 3 ans, alors âgé de 17 ans, il fondait avec ses amis l'association des jeunes courageux pour venir en aide aux jeunes de la rue. C'est pour étudier ensemble l'amour. C'est pour étudier ensemble avec les jeunes de mon âge, oui, pour qu'on puisse regarder ensemble les problèmes de notre pays, les problèmes que nous avons, nous les jeunes,
Et quoi nous pouvons faire pour ce problème? Une fois par semaine, les jeunes courageux mettent en commun le peu d'argent amassé et vont au marché acheter ce qu'il faut pour préparer un repas pour les jeunes de la rue, la plupart orphelins de guerre ou du sida, et trouvés au centre-ville de la capitale, Bujumbura. Parmi les gens qui souffrent ici au Burundi, même les jeunes se trouvent. Et c'est l'expérience que j'ai vue dans le centre-ville, à trouver beaucoup de jeunes de mon âge qui ont des forces, qu'ils peuvent travailler n'importe où, n'importe quoi, souffrent, puisqu'ils n'ont pas trouvé les gens, je peux dire comme moi, pour les parler et pour qu'ils puissent au moins diminuer ces problèmes. Et toi, tu les aimes, les gens? Moi, je les aime, je m'approche avec eux. Oui, je les parle, je les aide si possible. Si j'ai les moyens, je les aide matériellement, moralement, quoi. Oui. S'assurer que les jeunes ont au moins un repas par semaine et espérer qu'ils s'en sortent un jour à force d'écoute et de confiance. C'est ainsi que Jimmy et les autres avec lui aident à la reconstruction. Pour se refaire, pour remonter la pente, après tant de souffrances, après tant de délusions, après tant de frustrations, il faut d'abord se reconstruire. Et quand on sait que la force la plus dynamique en nous, c'est l'amour, qui engendre la confiance, qui engendre les amitiés, etc., et alors on peut prétendre à cet autre pas de se mettre sur le chemin du pardon. Ainsi, j'arrive à lui dire, oui, malgré tout, je te pardonne. Sur la route d'une vie devenue chemin de croix, le pardon semble impossible, presque inhumain. Comment retrouver le goût de la vie et du petit geste quotidien? Comment pardonner quand la douleur est si grande, quand la violence déchire au cœur même des siens et de ce qui nous est le plus cher? Anne et Godefroy ont eu mal et se sont fait mal au pire de la crise. Mais ils ont trouvé dans la prière et dans la foi la force de survivre ensemble avec leurs 7 enfants, la force de survivre à la haine, à la vengeance, à la mort. Avec la crise, nous avons dû déménager, changer de quartier, parce que dans le quartier dans lequel nous vivions avant, nous sommes devenus des indésirables. Nous avons dû chercher un logement ailleurs. C'est comme ça que nous nous retrouvons ici, dans ces bâtiments. Ça nous a touchés profondément. Ça a fait des cassures. Nous avons dû lutter pour ne pas nous entre-déchirer au sein de la famille même. Bon. Je vais vous le dire, nous ne sommes pas de la même ethnie. Nous avons dû nous surpasser pour pouvoir rester unis parce que la crise a été très forte. Nous avons eu des personnes qui tiraient chacun de son côté pour nous dire qu'il ne faut plus vivre avec lui, celui-là. Il n'est plus le vôtre, des choses comme ça. Je crois que le bon Dieu nous a soutenus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une crise grave comme celle que nous vivons. Ce n'est pas facile de parler du pardon, de parler de la réconciliation. On prend quelqu'un pour un fou. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait quand même une certaine formation de la reconstruction de la personne. C'est vraiment formidable. En suivant la formation ARP, on a su s'identifier, se connaître l'autre, savoir que la personne humaine, c'est une personne qu'il faut plutôt aimer.
on peut maintenant sentir qu'on est un homme et que le mal ou les événements ne peuvent pas être un blocage. C'est vraiment comme un chirurgien qui soigne les plaies. Parce que aussi on est blessé et peut-être qu'il va rester des cicatrices, mais on peut quand même être sauvé. C'est un combat intérieur qu'on doit mener pour se surpasser, pour ne pas céder aux tentations, pour ne pas vraiment se dire, bon, si les tiens sont en train de mourir, d'être tués par les siens, comment rester ensemble? Il y a eu tellement de tragédies qu'il est presque impossible de reconstruire la société si vous ne commencez pas par rendre justice. Si tous ces crimes qui ont été commis ne sont pas punis, il sera difficile de réconcilier les gens, de rapprocher les gens. Parce que c'est des guerres qui sont un peu spéciales. Ce n'est pas une guerre où les gens s'entretuent à coups de fusil, parce que c'est vrai souvent parce qu'on a peur de l'autre, mais il y a eu aussi trop de raffinement dans le crime. La manière dont les gens ont été tués est une manière qui est inqualifiable. Ce n'est même pas animal, parce que l'animal en général il tue parce qu'il veut manger, il a faim ou il a peur. Bon. Mais on a mis trop de raffinement à faire mal, et ce n'est pas des choses où vous pouvez dire aux survivants, quel qu'il soit Hutu aussi, vous ne pouvez pas dire aux gens oubliez, passons à autre chose. Parce que si vous faites ça, ce n'est pas possible d'abord parce que c'est contre nature. L'être humain il fait partie d'une chaîne. Si quelque part vous coupez un morceau de sa chaîne, vous ne pouvez pas lui dire de faire comme si c'était derrière ne s'est passé. Vous ne pouvez pas tuer mon père ou ma mère d'une certaine manière et me dire d'oublier ça et de regarder devant moi, ce n'est pas possible. Ou je deviens fou, je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc quelque part, il faudra rendre justice et ça pose des gros problèmes. Maintenant, comment rendre justice sans recréer la même crise? Ça va être une équation très compliquée. Au Burundi, le tribunal des sages de la colline ou le tribunal des Bashinganhai était traditionnellement garant de la justice. Le pardon est une nécessité. Dans la culture burundaise, comme les Bashinganhai devaient prévenir et arrêter les conflits à temps, chaque fois qu'il y avait un outrage, même s'il y avait un crime de sang qui intervenait dans la culture burundaise, on arrêtait ça par un processus de réconciliation et de pardon. Le jugement des Bashinganhai est celui de valeur profonde du Burundi. Il est rendu aux yeux et au témoignage de toute la communauté. C'est le jugement irrévocable des hommes d'honneur de la colline. Les Bashinganhai, ou ceux qui en restent, ont beaucoup fait pour limiter les dégâts au cours des massacres qui se sont passés au Burundi et qui continuent à se faire. Et dans des collectivités locales où ils ont pu être valorisés, où ils ont été pris en compte, ils font tout leur possible pour ramener la paix et la réconciliation. Et je crois que les gens commencent à prendre conscience de ça. Dans le quartier Djabé, dans la zone de Bouiza, c'est un quartier qui a souffert aussi de la crise et qui a à un moment donné subi la balkanisation des cités, la balkanisation ethnique, mais qui aujourd'hui se remet petit à petit, les déplacés reviennent, les maisons détruites sont en train d'être reconstruites, et les Bashinganhai commencent à s'organiser pour porter secours au cœur des gens, pour essayer de leur apporter le réconfort moral, la paix dans les cœurs. Et ça me fait plaisir, ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Oui, ça commence à aller mieux. Même on voit beaucoup de monde. Avant, pour voir du monde comme ça, c'était pas tout à fait évident. C'était la peur? Oui, c'était la peur, oui. Parce que les gens n'étaient pas très sûrs de la sécurité surtout. Mais pour le moment, on voit que presque tout le monde est là. Les gens sont retournés chez eux. Les gens essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et surtout, les gens
tous ces travaux, tout ce qu'elles font, c'est pour se remettre un peu ensemble. Oui, c'est ça le but principal de toutes les associations qui sont créées ici. Mais on tire encore? Oui, bien sûr, on tire encore. Ça, je crois que c'est l'affaire du gouvernement et peut-être d'autres choses. Mais vraiment pour les gens qui habitent ces quartiers, je crois que ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé pour qu'ils puissent avoir le semblant de paix qu'il y a aujourd'hui. Ce jour-là, au stade de Bujumbura, 15 000 enfants et des artistes du Burundi avaient convoqué la société des adultes, parents, politiciens, dirigeants, militaires, tous, pour qu'ils entendent leur appel et s'engagent à la paix. Je suis content parce que c'était mon rêve depuis longtemps de chanter, de voir un grand concert avec des enfants. C'est un bonheur, c'est comme si on avait organisé un grand concert avec Michael Jackson ou quoi. Donc ça dépend de si on veut avoir la paix chez soi, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. La paix c'est quelque chose de c'est du feeling. Je suis très content de voir qu'ils sont ensemble, toutes les ethnies confondues. Avec la guerre, nous étions dans une situation où tout le monde était touché de toute façon. Alors en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écrire, traduire ce qu'on ressent et à travers des chansons. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons en rapport avec la paix. Et maintenant, je travaille avec les enfants parce que j'ai trouvé que c'est dans ce monde-là qu'il y a la paix. Vous savez, dans cette guerre, dans cette crise, et cette guerre est faite par des jeunes, que ce soit des jeunes militaires ou des jeunes combattants de ces mouvements, que ce soit les jeunes qui sont orphelins parce qu'il y a eu la guerre. Donc c'est vraiment la jeunesse qui a été touchée de plein fouet de manière très directe. Donc, redonner espoir à cette jeunesse, c'est tout simplement d'arrêter la crise. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rien ne peut garantir que ce que l'on reconstruit ne sera pas détruit à nouveau. Il faut espérer et compter sur le meilleur en nous et en chacun de nous, et sur le meilleur de ce monde. Il faudrait peut-être reconstruire les cœurs, et il n'y a pas d'autre solution que de recourir aux valeurs humaines, aux valeurs culturelles qui avaient fait la paix pendant tous ces siècles-là. Ça prendra du temps, ça demandera beaucoup d'efforts, mais je trouve qu'il n'y a pas d'autre voie. Je ne peux pas prétendre trouver ma paix à moi alors que je la refuse à mon voisin, que je la refuse à autrui.
Il y a des gens qui essaient de rendre la vie à la vie, si je peux parler ainsi. Il y a d'autres qui sont encore occupés à courir après la vie, peut-être pour la détruire. Il y a des gens qui s'accrochent à l'espoir que la vie entre les gens est encore possible comme elle a toujours été et qui le prouvent toujours. Mais il y a aussi tous ces problèmes. Il y a les gens qui, à la base de la société, ne demandent qu'à vivre comme n'importe qui, n'importe où. Mais il y a d'autres qui se disputent le pouvoir et qui rendent la vie des autres peut-être impossible. Donc c'est un peu tout ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Mais bon, on espère tous que la vie finira quand même par triompher. Une chanson que j'ai écrite qui s'intitule « J'ai droit à la vie ». Je me dis que c'est plutôt ça dont ils ont besoin d'abord, pour que même les gens qui font la guerre ne pensent pas à tuer les enfants ou les mères. Donc c'est un petit texte que j'ai écrit en me mettant à la place des enfants. C'est pas un texte trop sérieux, c'est pas du Voltaire ou quoi, mais... J'ai droit à la vie, seulement à la vie, et à l'amour. Il faut que nous montrons les signes que nous sommes tous les Burundis et que nous-mêmes, nous avons besoin d'entre nous. Les Tutsis ont besoin des Hutus et les Hutus ont besoin des Tutsis comme ça. Oui. Mon objectif est de continuer à transmettre cette formation, d'actualiser les forces vitales humaines pour aider les gens à garder la confiance, à garder l'équilibre malgré ce que nous vivons. Mais la personne, elle n'est pas seule, elle vit dans son milieu de vie, et vit socialement pour que cette personne-là, ayant acquis cette formation, s'engageant à cheminer progressivement, que la personne puisse rayonner autour d'elle, aider les autres. L'Église au Burundi doit faire peau neuve. Peau neuve, non pas pour tellement paraître, mais pour entrer davantage dans les cœurs. Nous comptons beaucoup sur l'humanité qui est dans chaque homme et dans chaque femme qui vit avec nous, qui travaille avec nous. Et surtout, nous croyons que nous avons tous ce besoin-là de vivre en paix et que tout un chacun devra se donner vraiment corps et âme pour qu'il y ait cette paix. Et pourquoi vous êtes là, vous, encore? Vous n'êtes même pas né ici? Ben, je vis ici et comme tout le monde est là, moi aussi je dois être là. Je ne vois pas pourquoi moi je ne serais pas là. Et vous venez du Congo? Oui, je viens du Congo, de l'Est du Congo. Mais je vis ici depuis longtemps. Et comme j'aime bien les gens qui vivent avec moi, et ces gens-là m'aiment bien, nous vivons ensemble. Oui. Et vous espérez le meilleur pour ce pays-là? Oui, nous espérons le meilleur pour tous les pays de la région, peut-être pour tous les pays du monde. J'ai droit à la vie, seulement à la vie, et à l'amour. Un peu de pain suffit, un verre d'eau suffit, donner aux enfants le sourire et la tendresse. J'ai droit à la vie, seulement à la vie, et à l'amour. Jetez tous vos armes, ne tuez plus personne, aimez vos enfants. Arrêtez donc la guerre. Tous les enfants du monde, nous lançons un appel à tous les parents.
Jetez tous vos armes, ne tuez plus personne. Arrêtez donc la guerre. Aimez vos enfants. Tous les enfants du monde, nous lançons un appel à tous les parents. Écoutez nos cris. J'ai droit à la vie. C'est